Si tu crois qu'on fait péter des feux d'artifice les 14 juillet pour célébrer la mort de Louis Croivet-Bâton, alors faut vraiment que tu regardes cette vidéo. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de retracer la chronologie de la Révolution française, en version simplifiée bien sûr, à travers une dizaine de moments clés, histoire d'avoir en tête la chronologie des événements. Bien sûr, c'est un petit peu compliqué de résumer la Révolution française en 5 minutes, c'est pourquoi je pense que je diviserai cette vidéo en 2, voire 3 parties. Alors pour commencer, on va parcourir la période allant de 1789 à 1791, car on considère que cette période marque la fin de ce qu'on a appelé après coup l'Ancien Régime. En d'autres termes, c'est durant ces 2 années que ce qui structurait la France de l'époque, la monarchie absolue et la société d'ordre, ont été abattus et remplacés par les grands principes révolutionnaires qui sont à la base, aujourd'hui, de notre société. Allez, on rembobine. À la fin du XVIIIe siècle, sous le règne de Louis XVI, la France est dans une situation économique assez compliquée. L'État est très endetté, les difficultés financières s'accumulent. À cause de plusieurs mauvaises récoltes, le prix du blé a fortement augmenté. Dans le même temps, la société d'ordre et ses inégalités sont de plus en plus critiquées, et les idées des Lumières sur l'égalité, les libertés, ont gagné du terrain. Pour sortir de cette crise, le roi Louis XVI demande à ses ministres de trouver une solution. Mais, pour des raisons diverses, toutes les réformes proposées par les ministres échouent. Louis XVI joue alors sa dernière carte, une solution exceptionnelle. Il décide, en 1788, de convoquer les États généraux. Ça n'a pas été fait depuis 1714. Les États généraux, c'est une assemblée des représentants des 3 ordres de la société. Chaque paroisse du Royaume de France enverra donc un représentant de son clergé, un représentant de sa noblesse et un représentant du tiers-État pour essayer de trouver une solution à cette situation compliquée. Les États généraux s'ouvrent le 5 mai dans la salle de l'Hôtel des Menus Plaisirs à Versailles, sous la présidence de Louis XVI. Des 3 ordres, le tiers-État est celui qui a évidemment le plus de revendications. Une répartition plus équitable de l'impôt, puisque je vous rappelle que ce sont les seuls à en payer, la fin des corvées, la tenue régulière d'une assemblée de représentants, notamment. Mais une autre question va très rapidement compromettre les débats, celui du vote. En effet, les députés du tiers-État demandent le passage au vote par tête, c'est-à-dire un vote par député, alors que traditionnellement, on vote par ordre, c'est-à-dire une seule voix pour toute la noblesse, une seule voix pour tout le tiers-État et une seule voix pour tout le clergé. Ainsi, on se retrouve dans une situation où le clergé et la noblesse, peu enclins à faire des concessions, sont donc majoritaires, 2 voix contre 1, et bloquent tout changement remettant en cause leurs privilèges. Refusant de s'avouer vaincus, les députés du tiers-État proposent aux députés de la noblesse et aux députés du clergé de bonne volonté de venir les rejoindre dans leur salle pour continuer les débats. Face à cette remise en cause de son autorité, le roi Louis XVI coupe court et ordonne de faire fermer la salle. La meilleure décision de son règne. Les députés du tiers-État et quelques membres du clergé et de la noblesse décident alors de désobéir et de se réunir dans une autre salle, celle du jeu de paume. Là, ils se proclament Assemblée nationale et le 20 juin, ils font le serment de ne pas se séparer avant d'avoir rédigé une constitution, un texte organisant les grands principes et l'exercice du pouvoir. Ce serment du jeu de paume est considéré ainsi comme le véritable début de la Révolution. La prise de la Bastille est sans doute l'événement le plus emblématique de la Révolution française. D'ailleurs, souvent, on assimile toute la Révolution à cet épisode-là. À tort, bien sûr, même si c'est un événement aux répercussions majeures. Mais comment passe-t-on de la désobéissance de quelques députés à une petite bataille en plein cœur de Paris ? Eh bien, suite au serment du jeu de paume, le roi est déstabilisé et ne sait pas encore trop quelle attitude adopter. Réagir avec force ou négocier avec les députés. Les Parisiens, eux, ont peur. Ils apprennent que des troupes stationnent à proximité de Paris et craignent donc que Louis XVI ne leur ordonne de rétablir l'ordre à coups de fusil. Certains leaders parisiens décident donc de s'organiser en milice pour se défendre. Mais pour se défendre, il faut des armes. Et ça tombe bien, à la prison de la Bastille, d'importantes quantités de poudre sont stockées. Malgré les tentatives de négociation, la situation dégénère. Le gouverneur, le marquis de Launay, refuse de fournir la poudre et une explosion, prise pour une canonnade, pousse la foule à assiéger la prison. Après plusieurs heures de combat et une centaine de morts parmi la foule, la forteresse est prise. Le marquis prend un peu cher pour tout le monde et les révolutionnaires font circuler sa tête au bout d'une pique un peu partout dans les rues de Paris.
la prison est ensuite déconstruite, ce qui fait que vous ne trouverez plus, en visitant Paris aujourd'hui, une prison de la Bastille. Avec la prise de la Bastille, on passe donc à un épisode beaucoup plus violent et populaire de la Révolution française. Dans les jours qui suivent, des événements similaires éclatent un peu partout dans le reste du royaume. La population, par crainte de représailles et voulant imiter les Parisiens, s'attaque à tout ce qui représente la domination de la noblesse et du clergé. On a appelé ça la Grande Peur. Dans ce contexte tendu, l'un des députés de la noblesse, le vicomte de Noailles, propose, histoire d'apaiser la situation, que les nobles et les clercs abandonnent leurs droits seigneuriaux, leurs propriétés sur les terres et sur les serfs, contre un dédommagement financier. Bah oui, plutôt que de tout perdre, autant en lâcher un petit morceau et en garder un petit peu. Mauvais calcul puisque les députés finissent par voter, dans la nuit du 4 au 5 août, l'abolition pure et nette de tous les privilèges et de tous les droits seigneuriaux, sans aucune contrepartie. C'est un événement extrêmement important puisqu'il ne signifie rien de moins que la fin de la société d'ordre et de toutes les inégalités qui la caractérisaient. Maintenant qu'on a rasé ce qui structurait la société française, il s'agit désormais de proposer quelque chose de nouveau. Le 26 août, les députés proclament la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ce texte fondateur, qui fait aujourd'hui partie de notre Constitution et qui a inspiré beaucoup de pays, est en fait une liste de nouvelles libertés ou droits qui commence par le bien connu article « Tout homme naisse et demeure libre et égaux en droit ». Ils sont aussi proclamés la liberté de conscience, la liberté de penser, l'égalité devant la justice, devant l'impôt, devant la loi, etc., etc. En gros, toutes nos libertés dont on profite au quotidien aujourd'hui. Bon, maintenant il faut réfléchir à un nouveau système politique, puisque, au cas où si on n'avait pas compris, la monarchie absolue, c'est plus possible. Durant les mois qui suivent, les députés continuent donc de réfléchir à une nouvelle organisation politique. Ils optent finalement pour un système inédit en France, inspiré de la monarchie anglaise et de la République américaine. Une monarchie constitutionnelle dans laquelle on garde Louis XVI, mais qui est désormais obligé de partager son pouvoir avec une assemblée de représentants élus. Louis XVI garde donc le pouvoir exécutif, c'est-à-dire le pouvoir de faire appliquer la loi en son royaume, et l'Assemblée détient, elle, le pouvoir législatif, celui de créer et de voter la loi. Alors attention, on est encore loin d'une démocratie puisque seuls les citoyens disposant d'un niveau de richesse suffisant ont le droit d'élire des représentants. Faut pas déconner non plus. Voilà, je m'arrête là pour le moment. 2 années donc extrêmement décisives, je vous disais, pour la Révolution française, mais aussi de manière générale, historiquement parlant. Plus de monarchie absolue, mais une monarchie constitutionnelle, plus de société d'ordre, mais une société en théorie égalitaire, plus de sujets, mais des citoyens. Ça fait déjà pas mal. Je vous laisse digérer tout ça, et je vous retrouve pour la suite des événements. À la prochaine.